radio24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Nous avons tous un cœur, mais pas sûr que nous ayons tous du cœur. En tout cas, les expressions qui utilisent le mot cœur sont infinies et je vous propose bien qu'on aborde ensemble, en compagnie de Michel Odoul, toute la symbolique du cœur. Alors d'abord, il faut savoir que ce muscle est extraordinaire et que c'est lui qui nous maintient en vie. On parle souvent du cerveau, mais je dois bien l'avouer, j'ai une préférence pour notre cœur. Alors déjà, il y a un lien évident entre l'amour et le cœur, je dirais même entre nos émotions et le cœur. Je crois même qu'il symbolise la joie, mais ça c'est Michel Odoul qui va nous le dire dans un instant. En tout cas, lorsque nous souffrons d'un très grand chagrin d'amour, notre cœur se brise au sens propre comme au sens figuré, et ça aussi vous allez mieux comprendre dans un instant. Et puis si vous voulez en savoir plus, si vous avez envie de venir nous parler de votre cœur, eh bien vous pouvez nous rejoindre, et pour ça vous nous appelez au 0826 300 300. Et oui, on a tous un cœur, mais est-ce qu'on a tous du cœur? J'étais très fière de ma formule hier soir en travaillant et en préparant l'émission. C'est joli, non? Bravo. Oui. Merci. Oui. Merci. Ouais, je pense que tout n'est que question de circonstances, et je pense que nous avons bien sûr tous du cœur. Parce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes des grands archaïsmes fondamentaux, dont l'un d'entre eux, c'est le besoin d'être aimé. À partir du moment où ce besoin existe, il va en partie être rempli par le fait que nous soyons nous aussi capables d'aimer les autres ou de nous rendre aimables. Donc oui, bien sûr qu'à partir du moment où on a un cœur, on est capable d'avoir du cœur. Après, ce sont des questions de circonstances, d'environnement, de choix, de décision et d'envie. Oui, et puis c'est toujours très subjectif. Oui. On peut considérer que quelqu'un agit bien ou mal en fonction d'une subjectivité et de circonstances. Et puis, et dans l'interprétation, en plus, des comportements ou des actes qui sont les siens, parce que certains, parfois, ne savent pas montrer ou ne savent pas dire, ou ne savent pas exprimer, et le font donc par des gestes peut-être pas toujours adaptés ou avec une distance. Ça fait partie des grands trucs techniques que l'on peut donner parfois quand il y a de la difficulté à exprimer vis-à-vis d'un quelqu'un ce que l'on a sur le cœur, quand on n'est pas en capacité de le faire oralement, verbalement et en face de la personne. Eh bien, il faut choisir un vecteur dérivé d'expression, et par exemple l'écriture peut être quelque chose d'intéressant. Alors, c'est un muscle, le cœur, vous êtes d'accord avec ça? C'est plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est à la fois un muscle non volontaire qui a heureusement d'ailleurs, qui a cette particularité effectivement de battre en permanence. On ne peut pas l'arrêter d'ailleurs. On ne peut pas l'arrêter, enfin en alors tout cas qu'on volontairement. peut arrêter notre respiration. Voilà. Et donc, il dépend du système nerveux autonome, ce qu'on appelle le neurovégétatif. Mais c'est également au-delà de ce rôle particulier de pompe, qui est déjà une pompe extrêmement sophistiquée, parce que il faut savoir que notre cœur réagit quasi instantanément dès que nous avons une impulsion ou un désir. Nous sommes en train de marcher sur un trottoir, on voit arriver le bus, on veut se mettre à courir pour attraper le bus. Dès l'instant, voire même peut-être un tout petit peu avant que nous avons vu le bus, notre cœur a accéléré le rythme pour ramener le sang aux jambes. C'est-à-dire, il y a vraiment une réponse d'une finesse et d'une intelligence incroyable. Mais au-delà même de ce rôle particulier de muscle en lien avec notre système inconscient neurovégétatif, il faut savoir que le cœur est aussi une glande endocrine. Et donc, il joue un rôle en plus de commande. Il génère et il sécrète des neurotransmetteurs et des commandes en lien avec les glandes surrénales et très en lien avec le cerveau. Et la médecine traditionnelle chinoise a vraiment un éclairage très très puissant dans ce lien qui existe entre le cœur et le cerveau, qui permet de comprendre ce qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui, qui s'appelle le quotient émotionnel, qui montre qu'en fait, une véritable intelligence chez un humain, ça n'est pas l'intelligence réflexive qu'on appelle le quotient intellectuel, la capacité à faire 1 plus 1 égale 2, etc. Ça, quand même. Voilà, mais une intelligence, je parle de mon intelligence, qui est un peu limitée, Brigitte. C'est vrai. Mais d'avoir une intelligence un peu plus globale, un peu plus en volume, et donc là, le cœur joue un rôle central à l'intérieur de ça. Oui. Et donc c'est véritablement à la fois une réalité mécanique, donc une pompe qui permet à une vie physiologique d'exister par la circulation du sang, etc. C'est un système d'information un peu plus sophistiqué, évolué, puisque effectivement c'est une glande endocrine, donc il y a une action sur les champs les plus subtils du corps et de la réalité physique, mais c'est également le siège d'un certain nombre de choses majeures qui sont la conscience qu'on a de soi, conscience qu'on a des autres,
et bien entendu la position et le positionnement qu'on a par rapport à ça qui s'appelle l'amour. Alors, vous êtes bien d'accord que c'est le cœur qui s'arrête, qui provoque la mort, Oui. Contrairement à ce que certaines personnes croient, puisqu'on parle toujours du cerveau et du silence du cerveau, mais c'est le cœur qui arrête le cerveau. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une... Comment on va appeler ça ? Il y a un travail d'équipe qui est majeur, c'est-à-dire cœur-cerveau sont extrêmement liés. Et que ce soit le cœur qui soit le cœur réalité physique musculaire qui est très lié au cortex, et le cœur qui est le cœur système endocrinien et pompe globale qui est lié au cerveau limbique. Ça fonctionne très bien ensemble. Mais il faut savoir que le cerveau, aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est un organe asensoriel, c'est-à-dire qui n'a pas de sens. Les informations que le cerveau reçoit ne viennent que par ces systèmes de perception du monde qui sont nos 5 sens, voire éventuellement notre 6e sens. Et que pour ça, il a besoin d'être irrigué. Il y a eu des expériences malheureuses, puisque les gens n'ont jamais fait exprès, mais de gens qui se sont par exemple abîmés le frontal ou etc. Et qui finissaient par être des robots, quoi, en fait. Oui, parce que en fonction des lésions, des neurones des autres, qui ne fonctionnaient plus, voilà. etc. Voilà. En même temps, tout en sachant qu'il y a des évolutions quasi quotidiennes dans ce qu'est la connaissance du cerveau, notamment dans ce qu'on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle la plasticité cérébrale. On pensait il y a 40 ans que le cerveau, c'était une fois qu'il avait atteint l'âge de 25 ans à peu près, il avait terminé son développement, il ne bougeait plus. C'est pas tout à fait exact. Il y a une plasticité cérébrale, il y a une capacité à des reconstitutions neuronales. Bien sûr. Et on découvre de façon assez étonnante que la structure du cerveau, elle peut se reconstituer notamment en partie en faisant des techniques et en utilisant des techniques de visualisation, en utilisant des techniques de mentalisation. On permet même des fois dans certaines problématiques AVC, hémiplégie, etc., de récupérer une partie ou plus ou moins importante de capacité au mouvement en imaginant. On rééduque par exemple des mouvements et des personnes qui ont la main droite ou le bras droit qui a été paralysé suite à un AVC. Eh bien, on leur fait mettre les 2 mains dans une boîte, main droite et main gauche. Et en face de la main gauche, on met un miroir qui cache la main droite et on demande à la personne d'imaginer qu'elle bouge la main droite et de bouger la main gauche en même temps. Et en même temps que la personne visualise et imagine qu'elle voit sa main droite, elle voit dans le miroir sa main gauche qui bouge, elle a l'impression que sa main droite bouge. Et on a constaté avec stupeur que cela reconstituait des connexions neuronales et permettait de... Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut continuer à faire fonctionner son cerveau, quel que soit son âge, pour justement garder cette plasticité. Ben oui, c'est majeur. Ça paraît évident. Alors, je disais que c'est la joie, l'émotion qui symboliserait le cœur. Vous êtes évidemment d'accord avec ça. Mais c'est même plus qu'un symbole. C'est-à-dire quand vous êtes joyeux, le cœur s'accélère. Alors, faut pas être trop joyeux, alors. mais on peut mourir d'un infarctus par excès de joie. Oh bah alors. Mais oui, mais vous savez, le nombre de personnes qui, leur équipe vient de gagner la Coupe du Monde, marque le but, etc., qui explosent de joie et qui s'effondrent parce qu'ils font un malaise cardiaque. C'est-à-dire que l'intensité, on explique bien ça en médecine chinoise, combien quand on amène l'énergie sur la dimension émotionnelle, ça va se faire aux dépens de l'organe, ou quand on amène l'énergie sur l'organe, ça va se faire aux dépens du champ émotionnel. Si on parlait de la relation cœur-cerveau, si je suis follement amoureux et que l'être de mes rêves arrive, etc., mon cœur s'accélère et se met à battre, c'est pas le moment où je suis le plus intelligent. Non, je ne dirai rien d'autre. Mais vous m'avez voilà. Compris, et beaucoup d'hommes m'ont comprise. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que lorsqu'on a un grand chagrin d'amour, on a constaté le syndrome du cœur brisé. Oui, c'est le fameux Takotsubo. Oui, ça s'appelle comme ça parce que les premières études scientifiques sur ce syndrome du cœur brisé ont été faites par un chercheur japonais dans les années 90. Et il a constaté par des échographies et des IRM, etc., que les personnes qui vivaient un deuil ou la perte d'un être cher, un grand traumatisme de tristesse et de perte, principalement celui-là, eh bien, avaient en fait des ventricules du cœur qui se contractaient et se resserraient, prenaient la forme un peu comme une amphore. Et c'est le Takotsubo, c'est le nom d'une amphore particulière qui servait à attraper les pieuvres. Et c'est pour ça que ça a pris ce nom-là. On appelle ça aujourd'hui une cardiomyopathie de stress. Mais c'est la démonstration qu'une personne qui est confrontée à un traumatisme émotionnel intense, la perte d'un être cher par exemple, brutal, etc., eh bien, va vivre ce syndrome du cœur brisé et que, effectivement, réellement,
de par la contraction des ventricules du cœur, des fibres musculaires vont se déchirer et que lorsque ces fibres cicatrisent, eh bien la zone du cœur, elle devient moins contractile. Ce sont donc des personnes qui, après coup, vont avoir une plus grande fragilité au risque cardiovasculaire. Et ça ne se répare pas, donc ça laisse une cicatrice. Ça laisse une cicatrice. Et la cicatrice d'un muscle donne une zone qui est un peu comme un tendon, c'est-à-dire une zone qui est plus dure et qui n'a pas la souplesse des fibres musculaires. Voilà, donc on va parler de tout ça avec vous. Vous avez tous un cœur, on l'a dit, donc vous pouvez tous nous appeler au 0826 300 300. Venez nous raconter comment vous fonctionnez avec votre cœur. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Michel Odoul, fondateur de l'Institut français de Shiatsu et bien sûr auteur de 10 mois où tu as mal. Je te dirai pourquoi, en version augmentée, qui est ressortie il y a 2-3 mois, aux éditions toujours bien sûr Albin Michel. Et on va commencer avec Sandra qui va nous parler de son cœur. Bonjour Sandra. Bonjour Brigitte, bonjour Michel, bonjour à votre équipe et à toute l'émission. Tous les écouteurs, les auditeurs, je veux dire, de l'émission. Oui. Je suis ravie et je suis une adepte. Qui sont écouteurs d'ailleurs. Oui, c'était un lapsus alors. Voilà, alors moi déjà je vous remercie de faire ce type d'émission parce que voilà, je trouve que c'est... Avec Michel Odoul, c'est vrai que c'est des grandes émissions, mais comme vous en faites aussi avec beaucoup d'autres invités. Vous savez, Michel Odoul, que vous êtes un des préférés de mes auditeurs. Non, mais écoutez, j'en suis ravi. Non, mais franchement, je suis flatté, je suis fier. Merci à eux. Franchement, vous savez, c'était tellement important quand on croit à quelque chose de pouvoir le partager et de sentir que ça parle. Merci. Oui, et puis vous avez aussi une autre manière d'aborder la maladie. En fait, peut-être même par le fait d'essayer de rester en santé plutôt que de la perdre, puisque c'est là que tout devient difficile après. Et puis surtout de pouvoir la comprendre aussi pour éviter les récidives et des fois dans des graves maladies aussi. Donc voilà, pour tout ça, c'est vrai que vous êtes un personnage important de nos jours en tout cas. Alors, je vous appelle parce que j'étais déjà passée à l'antenne parce que justement, j'ai fait en 2020, pas longtemps avant qu'on confine, un Takotsubo, probablement dû à l'ambiance qu'il y avait à cette époque-là, puisque c'était le 9 février et on a confiné un mois après. J'avais ma fille la plus jeune qui partait s'installer à l'étranger et j'étais en pleine rupture amoureuse. Donc je pense que ça en était un peu trop pour un seul être. Oui. Voilà. Oui, bien sûr, ça fait beaucoup. Voilà, ça faisait beaucoup et j'ai pas trop compris ce qui m'arrivait et c'est quand même assez douloureux parce que comme disait Michel, on sent la fibre du cœur qui se resserre et là on a peur parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, jusqu'où ça peut aller. Vous voulez dire que vous sentiez votre cœur se serrer, vous sentiez qu'il y avait une sorte comme ça de rétrécissement au niveau de la poitrine ? Oui, en fait, dans cette histoire où il y avait eu des accrochages, chaque fois je disais j'ai le cœur qui durcit. Je disais ou alors je m'endurcis, mais le cœur devient de plus en plus dur. Et le jour où ça a vraiment serré, là je me suis rendu compte que je faisais peut-être un début d'infarctus ou je savais pas ce qui se passait. Mais ça a nécessité une nuit sous les urgences le SAMU s'est quand même déplacé. Ça a nécessité une nuit aux urgences en fait. Oui. Et à peu près 3 jours après, alors je ne sais plus exactement parce que ça remonte à 3 ans, si c'était 3 jours après ou à peu près une semaine, c'est-à-dire 3 jours et une semaine. En tout cas, j'avais repris le travail rapidement et je crois que ça m'est arrivé 48 heures après avoir repris. Une deuxième alerte comme ça. Et puis j'ai géré autrement parce que j'ai regardé ce que c'était à l'époque ce burn-out du cœur, on m'avait dit. Et c'est vrai que j'ai essayé de changer des choses et de me faire à l'idée de certaines choses. Et aujourd'hui, en fait, je vous appelle parce que le problème, il est beaucoup plus étendu. Même si j'ai recours beaucoup aux techniques de visualisation. Et si vous voulez, je vous dirai une petite anecdote en fin d'émission, en fin de passage. Aujourd'hui, je suis suivie en hématologie depuis déjà plusieurs années, depuis 2017, et on vient de découvrir que c'était mon problème de faiblesse et de fatigue intense proviennent des mitochondries, qui est la partie de la cellule qui fabrique l'énergie du corps. Du coup, j'ai le corps qui
travaille, on va dire, au ralenti. Et les reins, tout, la totalité, donc beaucoup plus sujette aux infections urinaires, les poumons, ça va être beaucoup plus sujette aux bronchites, voire bronchopneumopathie, tout prendre de l'ampleur. Et on vient juste de découvrir que c'était dû à ce problème de mitochondrie. Et là, la médecine moderne est pour le moment dans le cadre de maladies rares, donc sans trop de traitements à me proposer. Oui, sans solution, oui. Ouais. Et là, c'est assez dur. La question qui se pose dans ce que vous témoignez, elle est de savoir, c'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qui a commencé? Est-ce que le dysfonctionnement cellulaire, et en particulier au niveau mitochondrique, est lié aux vécus antécédents qui ont petit à petit refermé certaines portes à l'intérieur de vous? Ou est-ce que c'est cette faiblesse au niveau de la mitochondrie qui a rendu votre organisme et, entre guillemets, notamment votre cœur, comme plus fragile? Vous savez, il faut revenir un peu à la source, notamment en ce qui concerne le Takotsubo que vous avez vécu, et pour bien voir qu'il y a eu un contexte qui a été un contexte extrêmement agissant. Il faut savoir que quand on est sous état de stress ou quand on est dans un état de souffrance psychique, c'est pas quelque chose de virtuel ou d'abstrait. Ça se traduit par des réalités sur le plan biologique. Ça se traduit par des sécrétions hormonales, par des neurotransmetteurs, par un certain nombre de réactions biochimiques. Ça se traduit par un certain nombre de contractions. Ça n'est pas du tout étonnant ce que vous dites quand vous parlez que vous avez ressenti quelque chose qui se serrait à l'intérieur de vous. Et que si cette fibre musculaire s'est resserrée, peut-être bien qu'il y a d'autres zones corporelles dans lesquelles il y a des structures et des fibres de chair qui se sont resserrées aussi. Et que la première des réponses, pour les gens qui éventuellement ressentent ce genre de crise, qui peuvent ressembler à un angor ou des choses comme ça, c'est déjà de calmer le terrain. Et la respiration, pour ça, est un outil majeur, fondamental. Se relâcher, se détendre, fermer les yeux, faire des respirations tranquilles et fortes. Alors quand on est en état de crise ou de stress, je sais que c'est pas facile à faire, mais c'est vraiment un outil qui est un outil majeur. C'est-à-dire qu'on peut vraiment même se sauver la peau en calmant sa respiration, en allant travailler sur une action qui, sur le neurovégétatif et notamment le nerf pneumogastrique, va faire baisser la pression corporelle. La pression corporelle qui baisse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la tension qui baisse, ça veut dire les fibres musculaires qui se relâchent, ça veut dire les structures cellulaires qui se relâchent, etc. Après, sur ce qui est la question à la fois et de l'origine et de la manière de traiter la question cellulaire chez vous, là c'est beaucoup plus difficile de répondre comme ça au micro d'une émission. Et voilà. Je pense que parmi les éléments que vous avez, vous pouvez regarder sur le plan historique à quand remontent ces sentiments et ces états de fatigue, cette difficulté, comment on va dire ça, à être un peu plus interagissante et un peu plus active dans votre quotidien. Moi, je crois qu'il y a eu un contexte qui a été un contexte qui a véritablement déséquilibré un mode de fonctionnement à l'intérieur de ça. Je pense que si... Oui, l'élan vital a pris un petit coup. L'élan vital a pris un coup. C'est à quoi bon? J'ai été désapproprié de quelque chose de majeur. Oui. Le contexte dans lequel les crises ont émergé est un contexte dans lequel vous aviez été désapproprié des deux choses fondamentales, qui est un, votre liberté spatiale, et deux, votre chair, puisque un enfant partait. Il y a donc quelque chose de majeur qui a été... perdu, on va dire, au niveau personnel. Et ça a pu se traduire par ça. Essayez de trouver dans votre environnement un médecin acupuncteur ou un praticien shiatsu, mais pourquoi pas un médecin acupuncteur, parce qu'en même temps, vous pourrez vous faire accompagner sur d'autres éléments. Je pense qu'il y a des réponses qui sont des réponses possibles et qu'il va falloir que vos cellules réapprennent à relâcher certaines structures et certaines membranes pour permettre aux mitochondries de fonctionner correctement. Et puis retrouver du sens à votre vie? Oui, alors j'en ai parce que j'ai changé vraiment de vie, mais ce que vous me dites me fait penser au fait que je me suis trop coupée de la nature et des grands espaces dans lesquels j'ai grandi, tout ça pour des raisons professionnelles, et que il serait peut-être temps que je revienne aux sources.
retrouver cette énergie qu'on puise dans la nature. En tout cas, c'est ce que disent les chamans. Hein. L'énergie, on peut la puiser dans la nature, ça c'est s'appelle la sûr. sylvothérapie aussi, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah bah, allez-y, Mais- hein, si vous en avez envie. En plus, c'est que c'est peut-être ce qu'il faut faire tout de suite. Si nous avons 2 minutes, j'aurais juste envie de vous poser une question. Alors, à quoi ça sert la mitochondrie? On a encore 1h40. Bon, ça va. Mais là, on va faire une petite Une pause, petite pause, et vous d'accord. poserez la question Voilà. à Sandra après. Très bien. 14h-16h, Brigitte 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous avons du cœur et nous vous invitons à venir parler de votre cœur au 0826 300 300. Et c'est Sandra donc qui est avec nous et je crois que Michel Odoul voudrait vous poser une question, Sandra. Oui. Oui, on vous a expliqué un peu le rôle de la mitochondrie. Qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport à ça? Alors, que la mitochondrie, c'était la partie de la cellule qui était chargée de fabriquer l'énergie pour alimenter tous les organes. Voilà, c'est tout. Et où est-ce qu'elle se situe? Au cœur de la cellule. Eh bien, vous l'avez dit. Au cœur. Eh oui, Ok. ça vous parle? Évidemment. Oui. Oui. Oui, oui. Renourrissez votre cœur, laissez-lui le droit d'exister. Il a souffert, il a peut-être été un petit peu tiraillé, il est existant et il a besoin d'exister, de pouvoir s'exprimer. Donc, dans ce que vous disiez avec le fait de retourner, recontacter à la nature, etc., là, vous reconstituez votre territoire, votre espace extérieur et c'est quelque chose de très, très important. À l'intérieur de ça, il faut vous interroger sur la place que vous vous laissez. À l'intérieur, oui. Et des personnes peut-être que je laisse rentrer ou pas dans mon cœur, quoi. Je sais pas. Ça, là, je ne m'en mêlerai pas, mais effectivement, il est mieux d'être prudent. Oui, mais peut-être que justement vous êtes un petit peu Trop dur. Oui, trop dur avec vous-même, Exigeante, oui, ça c'est c'est ça. sûr. Mais peut-être aussi trop dur par peur de ressouffrir avec votre entourage. Peut-être qu'il faut laisser un peu plus retrouver des personnes avec qui vous pouvez être bien dans des échanges de l'ordre de l'affect aussi. Oui, oui. Moi, j'étais ce week-end avec une amie dans un coin qu'on a partagé et il y avait peut-être 10 ans qu'on n'était pas allé là-bas. Oui, à toutes les deux, on en reparle encore là. On en parlait hier soir encore. Ça nourrit le cœur de la cellule. D'accord, je vois. Ça me parle beaucoup. Tant mieux, vous aurez eu raison d'appeler puisque vous avez maintenant un petit peu plus d'éléments. Merci. Oui, je vous remercie infiniment. Oui. Merci à vous. Merci Sandra. Alors, notre Sexy News, c'est Soisic Belin qui va nous parler des coups de cœur avant l'été. Pourquoi pas pendant l'été? Ben oui, pourquoi pas pendant l'été. Donc pour cette dernière chronique de la saison qui s'intéresse au cœur, je vais vous faire part de 3 coups de cœur à mettre dans vos bagages de vacances parce que c'est mieux quand ça palpite un peu dans notre petit coffre intérieur. Et finalement, peu importe comment ça palpite, à 2, à 3, en couple libre, en solo, en communauté, peu importe ce qui fait que notre petit cœur s'emballe, l'essentiel étant qu'il s'affole. Enfin, justement, par moment, pour nous faire sentir encore vivants. Oublions donc le confort de l'encéphalogramme plat et réjouissons-nous de tous les boum boum à venir. Alors, premier boum boum, c'est la thématique du jour, de parler de notre petit cœur. Ben moi, je me suis intéressée à mes coups de cœur que je vous propose d'embarquer avec vous dans vos bagages pour vos vacances. Premier boum boum, un livre signé Adeline Dieudonné qui s'appelle Reste aux éditions L'Iconoclaste. Alors il est ici question d'une romance, mais quelque peu particulière. La narratrice, se réveille dans son chalet de vacances qu'elle partage avec son amant. Mais celui-ci n'est pas à ses côtés. Souvent le matin tôt, il profite de la fraîcheur printanière pour faire quelques brasses dans le lac qui jouxte leur nid d'amour. Un espace qui leur est essentiel à tous les deux puisqu'ils sont un couple illégitime. M est marié, il ne compte pas quitter sa femme et S s'en accommode. Et ce matin-là, S, qui savoure tous les moments de leur évasion coquine, le cherche à travers la fenêtre qui donne sur le lac. Elle aimerait le voir nager parce qu'elle aime le voir nager. Mais il n'y a qu'un corps qui flotte à la surface. M est mort. Elle aurait pu appeler le SAMU, les pompiers, sa femme, mais elle n'en fait rien. Elle veut voler à la mort encore quelques moments en embarquant le corps de son amant dans un road trip funèbre et paradoxalement romantique. Elle questionne à travers cette aventure. C'est une belle histoire d'amour. C'est beau, jusqu'à la mort, même après la mort. Elle questionne donc à travers cette aventure le couple, ce qu'il apporte, la dépendance qui s'installe entre deux êtres, l'amour et l'amitié, le glissement qui s'opère, la quête de la confiance en soi, ce que l'autre répare en nous, ce qui l'ajuste en nous,
là où l'autre n'a pas de prise, les triangles amoureux, le besoin de liberté. Bon, ce roman est bluffant, il nous embarque dans les viscères du sentiment amoureux et même s'il est question de cadavres, on s'y sent bien au chaud. Deuxième, Boum Boum. C'est un objet artisanal, esthétique et symbolique. J'aime beaucoup cet objet et je fais partie de ces gens qui aiment les symboles parce qu'autour d'un symbole, il y a la notion de jeu. Alors, embarquez avec vous, offrez-le à votre entourage, à votre amant, votre amoureux. C'est un ex-voto mexicain et là je pense que vous voyez certainement de quoi je parle. Ce sont des cœurs, souvent aux formes accentuées, très colorés, entourés de flammes, de brillants, de miroirs. C'est clinquant, c'est très coloré et on l'accroche dans son intérieur pour porter chance et bonheur. Il est en lien avec la religion, évidemment, c'est mexicain, avec la beauté de l'âme qui est à l'image de celle de notre cœur, qui se doit d'être pur et ouvert aux rencontres. Alors où trouver ces petits objets? Alors à part si votre destination estivale est le Mexique, de nombreux sites les vendent. Je donne un exemple: Casa Frida, SOS Amor Paris, Tiendas, Esquipulas. Troisième, Boum Boum. Pour chatouiller vos oreilles délicates sur la plage cet été, dans votre voiture direction les vacances, le podcast de la fabuleuse Rosa Burstein. Alors Rosa, c'est une comédienne, une stand-upeuse, elle y parle de sexe mais pas que, elle y parle d'elle, de son rapport à l'amour, de ses origines, d'engagement politique lorsque l'on devient un personnage public, de ce que c'est qu'être une femme dans un milieu, l'humour majoritairement masculin. Et dans ce podcast qui s'intitule Les mecs que je veux ken, en verlan les mecs que je veux niquer, donc, elle invite des hommes, mais pas que, des femmes aussi, pour échanger ce qui est important dans leur vie. Au programme cet été, une rediffusion des premiers épisodes enregistrés il y a 4 ans. L'occasion donc de la redécouvrir ou de la découvrir. Et puis si vous y prenez goût, sachez qu'elle a aussi lancé une émission qui s'appelle L'un dans l'autre, où, accompagnés d'une personnalité, ils vont ensemble décrypter un film pornographique avec toutes les questions qui peuvent se poser autour de ce film. Une manière de désacraliser le genre du film pour adultes et, au lieu de le bannir, d'essayer d'y déceler les limites, d'apprendre à regarder avec un regard donc critique, essentiel pour une jeune génération accro au tube. Sur ce donc, de belles vacances à vous tous et on se retrouve à la rentrée. D'ici là, laissez votre cœur s'aérer un peu et faire boum boum s'il le souhaite. On lâche le contrôle. Oui, mais c'est joli ce boum boum finalement. Moi j'aime bien. Très bien. C'est un peu enfantin. Voilà, il y a un côté un peu naïf, mais ça me ressemble. Donc, absolument. Mais le cœur est naïf parce que justement, il est aimant. Donc il y a besoin. Je ne crois pas qu'on puisse vraiment aimer s'il n'y a pas de l'innocence et de la naïveté. C'est quelque chose qui est consubstantiel à l'amour véritable. Sinon, c'est plus de l'amour, c'est de la réflexion ou du calcul. C'est ça. Mais c'est croire que c'est possible aussi. Oui, voilà. Non, mais très bien. Accepter de lâcher prise. Oui. Boum boum. Oui. Voilà. Boum, allez, boum. On fait tous boum boum. Boum, boum. Et comme ça. Mon cœur fait boum. Oui, c'est la fameuse chanson de Charles Trenet, évidemment, qui avait un petit côté naïf d'ailleurs dans ses chansons. Ah, mais qui était solaire, qui était totalement solaire. Absolument. Voilà, et qui est le père fondateur de la chanson française. C'est une vraie référence, oui. Eh bien, merci. Voilà, mais je vous en prie. Et on va faire boum boum tout l'été, grâce à vous. Bonjour Mohamed. Oui, bonjour. Bonjour. Merci de témoigner aussi de votre cœur. Il fait boum boum, Mohamed? Pas en ce moment. En ce moment, c'est un peu la colère générale, quoi. Depuis la période Covid jusqu'à maintenant, c'est une grande colère. Alors, je salue vos auditeurs, je salue votre invité et vous, Brigitte Lahaye. Alors, je voulais parler d'un témoignage. Oui. J'ai une amie, son père est décédé, c'est des personnes âgées. Son père est décédé et quelques mois après, sa mère est morte de chagrin. Dans l'autopsie, c'était fission du cœur. Oui, c'est ça. Et du coup... Mais ça, c'est très important ce que vous dites, Mohamed, parce qu'on sait que quand une personne âgée perd son compagnon ou sa compagne, très souvent, peu de temps après, il ou elle va décéder. Et quand vous dites en plus qu'à l'autopsie, on a vu que le cœur s'était brisé, ça prouve bien qu'il y a quelque chose d'intéressant à analyser. Alors, je peux aussi vous parler d'un témoignage. Mon arrière-grand-père, avant de décéder, il a creusé sa tombe. Ça se passe dans l'Atlas algérien. Ouais. Il a creusé sa tombe. Mais parce qu'il sentait qu'il allait mourir ou pas? Oui. Il a accompagné sa mort. Et mon arrière-grand-mère, elle lui a dit creuse-moi une tombe parce que je ne survivrai pas et je ne survivrai pas à ton absence. Vous vous rendez compte?
Alors, Mais vous voyez, Mohamed, j'en profite pour dire que le jour où on recommencera à avoir une relation à la mort plus saine et moins taboue, je pense que ça ira peut-être mieux aussi. il y a un gros problème. On est en train de faire une rupture entre le culte des ancêtres, qui est très important. Et c'est nouveau, hein. Oui, il y a, si vous voulez, dans les évolutions des sociétés qui sont les nôtres, l'objet a pris la place du sujet. Donc nous sommes dans des sociétés objetisées, dans des sociétés consuméristes, dans des sociétés mercantiles, etc. Et dans lesquelles la part du subtil et la part de ce qu'est l'humanité, ou de ce qu'est l'âme, ou de ce qu'est le lien aux autres à travers ces champs-là, est bien sûr de moins en moins grande. Et ça amène à une conscience et d'un rapport à la mort qui est un rapport qui est complètement perverti. Il y a un film qui montrait très bien comment les sociétés traditionnelles, justement, étaient un peu dans l'idée de ce que vous évoquez comme témoignage, qui s'appelle Little Big Man avec Dustin Hoffman. C'est magnifique. Oui. Et qui montre vraiment combien, à un moment donné, bien sûr, quand le moment et l'échéance est arrivé, eh bien, on l'accueille et on l'accepte. Et c'est peut-être ce qui permet qu'elle se passe, on va dire, moins mal. Et on le voit sinon. chez les animaux, on le voit par exemple chez les éléphants, on le voit dans beaucoup d'espèces animales. Quand le patriarche sent qu'il va mourir, il s'éloigne du troupeau. Oui. Mais c'est-à-dire, oui, allez-y, Mohamed, pardon. C'est-à-dire, il faut accepter que c'est les conséquences de la vie et qu'on n'y peut rien. Du moment qu'on n'y peut rien, on lâche prise et c'est la suite de la vie, quoi. Ben, c'est-à-dire que voilà, il faut comprendre que la mort, c'est pas l'inverse de la vie, c'est l'inverse de la naissance. Oui. C'est pas tout à fait. Oui. Ben oui, c'est bien de pouvoir dire les choses avec sagesse, Mohamed. Alors peut-être, excusez-moi, allez-y, et puis après je poserai une question à Michel. Non, je vous en prie. Non, allez-y, Mohamed. Je vous en prie. Alors, moi personnellement, je peux vous dire que je fais partie de ces gens-là. C'est-à-dire, je peux mourir de chagrin d'amour, et j'ai failli, il y a une dizaine d'années, mourir d'un chagrin d'amour. J'ai vécu ça comme un abandon, et voilà quoi. C'est ça, je le sais. Et d'autant plus que les Égyptiens anciens, disaient que le siège de l'intelligence, c'est le cœur. Et moi, dans ma vie, les gens les plus intéressants, c'est les gens qui avaient l'intelligence de cœur. Et souvent, on essaye de dissocier ce qui se passe dans la tête et le corps, il est à part, vous voyez, alors que c'est faux, quoi. C'est un tout. Vous savez, ces gens qui justement ne laissent pas leur cœur s'exprimer, ils dégagent une certaine froideur et on est dans le calcul cortical du cortex. Oui. Et voilà. Oui. Il n'y a plus de spontanéité, il n'y a plus rien, quoi. Voilà, on peut tout à fait mettre en lien votre témoignage avec le témoignage précédent, c'est-à-dire qu'il y a cette importance du cœur, et donc lorsque on perd un être cher, le cœur, organe, peut être touché, mais il peut y avoir aussi une autre manière avec laquelle l'individu va être touché, c'est dans le cœur cellulaire, tel qu'il a été évoqué tout à l'heure. Et parfois, quand chez des personnes âgées, l'un des deux s'en va, l'autre parfois ne lui survit pas longtemps, soit parce que c'est le cœur organe qui lâche, soit parce que la personne, entre guillemets, on dit qu'elle se laisse mourir ou qu'elle se laisse aller. Et en fait, c'est le cœur de la cellule, la mitochondrie, qui ferme la porte et qui ne fait plus son travail. Et donc, petit à petit, l'organisme se dévitalise. Et c'est une des deux manières avec lesquelles on peut signer à la fois combien la vie ou la conscience qu'on a de la vie sans l'être aimé ne représente plus rien pour nous, et on a décidé donc de quitter la scène de théâtre, quoi. Alors oui, justement, il y a des adolescents qui se suicident. Hein. Oui, alors ça c'est encore un autre problème, parce qu'actuellement il y a beaucoup d'adolescents qui vont pas bien, et c'est vrai que les taux de suicide chez les adolescents sont en nette augmentation, et ça c'est quelque chose qui est quand même très révélateur. La désespérance. Oui, ça. Mais la question que justement je voulais poser à Michel Odoul, Mohamed, c'est qu'est-ce qu'on peut faire nous quand on a quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, qui justement vient de perdre un être cher ou a un gros chagrin d'amour, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour l'aider justement à... Lui donner le droit de s'en aller.
Oui, non, mais d'accord, mais s'il est très très malheureux, qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas dire à celui qui vient de perdre son mari ou sa femme, allez, laisse-toi aller. Non, mais la première des choses que nous ne savons plus faire dans nos sociétés, c'est d'accueillir la souffrance et la tristesse. D'accord, ça c'est la première chose. Oui. Et donc, on se retient, on ne veut pas pleurer devant la personne parce qu'on pense que déjà elle souffre, etc. C'est l'inverse. C'est-à-dire que si nous, on s'autorise le droit à exprimer la souffrance et à l'accueillir comme telle, on permet à la personne concernée elle-même aussi de la reconnaître et de l'accueillir comme telle. Bien sûr. Ça, c'est la première des choses. Et puis ensuite, je crois que si la personne est un proche, il n'y a pas 150 manières d'accompagner la personne. Il n'y en a qu'une, c'est parler. On ouvre ses bras. Voilà, c'est parler avec elle, c'est être là, être présent, entendre ce qu'elle a à dire, écouter ce qu'elle a à dire. C'est absolument incroyable. Et quand on est confronté à des personnes qui sont en fin de vie, vous savez, souvent, là, le problème qu'il y a, ce sont souvent des témoignages qui ont été donnés par des gens qui sont revenus de mort clinique à des moments donnés. Ils disent « je suis revenu parce que je sentais la souffrance de ceux qui restent ». Ceux qui sont là au moment où ils doivent partir, si on veut qu'ils puissent partir tranquillement, il faut leur permettre cela, il faut leur donner le droit, il faut leur exprimer la souffrance qui est la nôtre à envisager qu'ils partent, mais il faut leur donner cette permission et ce droit. Et c'est absolument troublant, bluffant et émotionnellement très secouant. Moi, je l'ai vécu personnellement avec mon père. C'est un moment qui est un moment absolument... j'allais dire monstrueux, mais dans tous les sens du terme, et notamment le sens positif, c'est-à-dire absolument fabuleux et extraordinaire, qui est celui où on va partager un moment de conscience de vie dans lequel il y a l'expression d'un amour inconditionnel, à un point tel qu'on permet à l'autre, parce qu'on l'aime, qu'il parte. Et ça, c'est vraiment les personnes qui sont en fragilité, qui sont en fin de vie, qui sont pas bien, etc., ils ont besoin de cela. Et ce qui est aussi étonnant, c'est que parfois, quand autour de soi, on a des personnes qui sont dans des phases un peu intermédiaires entre les deux, de sentir et de savoir que on n'essaiera pas de les retenir et tout, ça les tranquillise et ça les rassure et ça leur permet de continuer le parcours pendant un petit moment. Oui, souvent quand on devient une charge pour sa famille, on s'abandonne, on n'a plus la force après. Vous voyez ? Oui, bien sûr. Pendant le Covid, on interdisait les gens d'aller voir leur... Il y a eu une inversion extraordinaire pendant le Covid, c'est-à-dire on a inversé les choses. Au lieu, c'était les enfants qui devaient protéger les anciens. Ça, c'est inadmissible. C'est du jamais vu. Dans l'histoire de l'humanité, ça s'est jamais vu. Et on n'a pas demandé aux personnes âgées qu'est-ce qu'ils en pensaient. Parce que les personnes âgées, ils sacrifieraient leur vie pour leurs enfants, leurs petits-enfants. Ils se privent de beaucoup de choses pour laisser un héritage, pour laisser quelque chose. Ils veulent partir sereinement. Mais oui, mais vous savez... Et là, on a demandé aux enfants qui ne risquaient rien de protéger les anciens. Mohamed, quand André Comte-Sponville, le philosophe, a dit que c'était ridicule de protéger les vieux et pour pénaliser les jeunes, il s'est fait insulter de toutes parts. Donc on voit bien que quelque part, c'est aussi notre société qui est un peu déréglée là. Oui, elle est bien déréglée. Oui, mais là, vous savez, et ça, je suis tout à fait d'accord. Je vous parlais tout à l'heure du fait que dans nos sociétés, l'objet a dépassé en valeur le sujet, et que donc ça permet de comprendre un certain nombre de choses et de la manière dont nos sociétés répondent. Après, j'ai plutôt tendance, moi, à penser que justement, la chance d'avoir la conscience de ça, c'est de faire qu'au moins chacun à son niveau, nous réalimentions nos cœurs, nous réouvrions nos cœurs et que nous soyons capables, nous, de partager cela avec ceux qui sont autour de nous et avec nos proches. Parce qu'il y a suffisamment de gens qui ont ces besoins et qui sont là. Et je pense que les sociétés, elles sont aussi le résultat de ce que nous sommes à un moment donné. Notre responsabilité, nous, aujourd'hui, puisque justement nous avons en plus l'expérience de cette crise qui a été vécue et avec tous les dégâts qui ont existé, qu'on paye aujourd'hui. Voilà, et bien oui. Parce que nous avons la conscience de ça, de transmettre, de communiquer, de parler, d'expliquer aux gens, d'expliquer aux enfants, à ceux qui sont autour, et puis d'expliquer. Et nous-mêmes de nous comporter comme tels. C'est-à-dire, effectivement, je pense que l'image que vous disiez tout à l'heure, Brigitte, est la plus juste. C'est-à-dire que dans le non-verbal, il y a un geste qui est majeur pour ça, c'est ouvrir les bras.
Et puis peut-être pour donner une explication comme ça rationnelle, pour tous ceux qui aiment quand même un peu de rationnel, peut-être que les vieux votent mieux que les jeunes et plus. Ah. Mais bon, ça c'est juste une idée, comme ça que je lance. Voilà. Oui, je peux rajouter. Oui, bien sûr, Mohamed. Oui, allez-y. Oui. Les gens qui sont athées, leur destination, c'est de finir dans l'estomac d'un ver de terre. Alors que le croyant, la croyance d'une vie éternelle est plus confortant avec l'existence d'un être, et il peut aborder la chose différemment. Vous voyez, c'est-à-dire les croyants vivent mieux ce passage que les non-croyants. C'est-à-dire que, oui, ça dépend de ce qu'on appelle un croyant ou un non-croyant, mais en tout cas, ceux qui ont une conscience plus ouverte ou éveillée, à nouveau, on revient sur ce que j'évoquais entre l'objet et le sujet. Ceux qui sont dans la conscience de l'objet, ils vont se préoccuper du corps, et donc le corps, lui, effectivement, il va finir dans un ver de terre. Et ceux qui sont plus dans le sujet, ils vont se préoccuper de l'âme, ils vont se préoccuper du cœur, et ceux-là, bien entendu, qu'ils ont ce qui s'appelle une espérance. On évoquait tout à l'heure la question des jeunes aujourd'hui. Bien sûr que le futur est difficile pour eux parce qu'ils n'ont plus cette vision-là. On leur propose plus, la société construit plus ça. Et donc ça génère non plus de l'espérance, mais de la désespérance. Et c'est là où est peut-être une des clés pour les générations futures, c'est apprendre à reconquérir cette part du subtil et du non-visible qui est en fait ce qui anime les êtres humains, tous quels qu'ils soient. Absolument. Après, on met le nom qu'on veut sur la religion, Absolument. Sur le sacré, qu'importe. Mais en religion, effet, la spiritualité, on en sacré, a besoin. voilà. Et le jour où on perd ça, évidemment que c'est embêtant. On perd son âme. Oui, on perd son âme, absolument. Donc, on est d'accord là-dessus, Mohamed. Merci. Merci de votre témoignage, en tout cas. Merci beaucoup. On continue avec Fatia, qui est avec nous. Bonjour, Fatia. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Michel. Bonjour. Je suis passée il n'y a pas très longtemps à l'antenne, mais pour vous parler de mon cœur, en fait, parce que je ressentais plus les battements de mon cœur. C'est embêtant. Oui, c'était embêtant, même en étant en vie des fois. Enfin, moi, j'ai ressenti que j'avais ressenti que je sentais plus mon pouls, mon rythme, pas mon rythme cardiaque, mais oui, mon cœur battre, en fait. Mm-hmm. Et en fait, Michel m'avait conseillé de d'écrire une lettre à mon beau-frère et à mon beau-père, deux personnes que j'ai perdues en 3 ans. Oui. Et les choses que j'ai faites, où ça m'a soulagée, en fait. Du coup, ça m'a apaisée. Ça m'a apaisée. Et puis, du coup, je me dis, mais en fait, là maintenant, en prenant, ça fait un moment que je travaille sur moi. Enfin, j'avance dans moi-même, enfin dans ma personne, dans ce que je suis tous les jours, et je m'aperçois qu'en fait, on n'aime plus les gens, on n'aime plus la famille ou les amis de la même manière qu'avant, en fait. Enfin, pour moi, je trouve. Et je m'aperçois que j'ai un peu le cœur fissuré, en fait. Quand je vois que je suis plus en accord avec soit une amie de longue date ou une personne de ma famille ou même mes enfants, mais par contre quelqu'un que je vais découvrir, que je vais rencontrer dans la rue ou dans le bus ou quoi, mais en fait, je vais lui ouvrir mon cœur. Alors, je trouve ça touchant. Oui, enfin, il faudrait voir si vous avez mis toute votre famille dans le même sac et que peut-être vous avez fermé votre cœur à des personnes qui pourtant sont des personnes aimables, ou si en effet vous avez une famille totalement toxique et qu'à ce moment-là, oui, il était temps de partir et d'ouvrir votre cœur ailleurs. Mais je sais pas comment, en fait. Du coup, je m'écoute et il y a des fois où j'ai pas envie de faire des choses, et là, du coup, je parle avec mon cœur, en fait. Je vais plus dire bon, mais faut que je fasse des choses, ou que j'aille à une réunion famille ou voir des amis, mais c'est vrai que là, c'est plus mon cœur qui parle, et je trouve ça très si vous avez l'impression qu'en écoutant votre cœur, ça va mieux, c'est qu'il faut continuer à l'écouter, et c'est de toute façon, écouter son cœur, quelque part, c'est écouter ses émotions, écouter ce qu'on ressent, oui. Et c'est forcément positif.
C'est forcément positif à condition qu'on ne se laisse pas déborder par ça. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité aussi à réguler le rapport que nous avons à notre cœur. Ouais. Le premier niveau de réponse qu'il y a par rapport à ce que vous dites, c'est d'abord de savoir que ce qui ouvre le cœur, et physiquement et émotionnellement parlant, c'est le ressenti de l'inconditionnalité de l'amour que l'on a vers les autres ou que les autres peuvent avoir à notre égard. Ce que vous évoquez par rapport à votre paysage familier est sans doute la signature qui a un passif et qui a des choses qui sont restées en travers et qui n'ont pas été réglées et sur lesquelles il y a peut-être des structures qui sont à pacifier et qui sont souvent des choses qui se construisent sur des attitudes et comportements à des moments donnés mais qui n'ont pas concerné des zones racinielles beaucoup plus profondes. Alors que quand vous ouvrez votre cœur à un inconnu ou à quelqu'un qui est dans le bus ou etc., il peut y avoir des rencontres merveilleuses, mais il peut y avoir aussi certains risques à se mettre en péril par rapport à ça. Et donc l'émotion a besoin d'être régulée, d'être comprise. Quel est l'enjeu ? Qu'est-ce que je mets dans cette relation ? Vous allez nous répondre après les infos, Fathia, sur ce que vous propose Michel Odoul. Petite devinette aussi avant les infos. Pourquoi les pervers narcissiques sont comme les trottinettes ? Vous pourrez nous répondre après les infos, Michel Odoul. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Michel Odoul, nous parlons de notre cœur que nous avons tous et il bat pas toujours comme on voudrait, mais c'est sûr qu'il bat, n'est-ce pas Fathia ? Vous allez pouvoir répondre à Michel Odoul quand il aura donné la réponse à ma devinette. Pourquoi les pervers narcissiques, c'est comme les trottinettes ? Strictement aucune idée, Brigitte. Enfin, franchement, les trottinettes comme les pervers, ça ne respecte rien, ça t'engueule même quand t'as tort, même quand ils ont tort, pardon, et ça peut même t'écraser. Vous êtes bien d'accord ? D'accord. C'est pareil. Oui, c'est assez clair comme définition. On est d'accord. Alors Fathia, qu'est-ce que vous diriez à la... 2 minutes. J'ai pas tout compris en fait. Excusez-moi, Vous êtes plus avec nous. J'ai pas bien capté. Et oui. Ben, je peux vous redire, si vous voulez, très globalement, je disais que dans ce qui était la question du cœur, et ce qui était le vecteur qui ouvrait véritablement le cœur, c'était l'inconditionnalité de l'humour, de l'amour, et de l'humour aussi bien sûr, mais de l'amour que l'on avait vis-à-vis des autres, ou que l'on ressentait vis-à-vis d'eux. Cette inconditionnalité, c'est elle qui nous permet d'accepter parfois des choses qui ne nous satisfont pas, qui conviennent pas, mais qui, parce qu'elles ont été faites ou réalisées par des gens que l'on aime profondément, on ne leur laisse pas une importance plus grande que ce qui est. Manifestement, il y a de la difficulté dans votre environnement familial par rapport à un bagage, un passé, un vécu sur lequel il y a sans doute des choses qui sont à régler et des comptes à apurer. Et donc, bien sûr que ça, c'est à gérer, parce qu'il y a quand même des racines dans les structures fondamentales qui sont bien au-delà de certains comportements qui ne nous ont pas satisfaits et sur lesquels on peut se reposer de façon inconditionnelle, alors qu'il y a une vraie nécessité à quand même être vigilant et prudent par rapport à ce qui est l'inconditionnalité et l'ouverture du cœur vis-à-vis de gens qu'on ne connaît pas et qu'on rencontre comme ça, parce que les rencontres peuvent parfois être magnifiques, comme elles peuvent parfois être risquées, dangereuses, troublantes. Et tout ça, ça passe par le fait qu'effectivement, on prend conscience des émotions qui sont les nôtres et on se donne petit à petit les outils, les moyens qui nous permettent de les gérer, qui nous permettent de les réguler. Mais c'est exactement ça en fait. Moi, je fais, j'avance, je fais un travail sur moi. Et effectivement, pour régler certains, pas dire des problèmes, mais certaines choses en fait, que des bagages. Certains passifs, voilà, exactement. Ce que je dis, que j'ai une armoire dans le corps et en fait, il y a des tiroirs qui s'ouvrent des fois. Et en fait, on est obligé de régler ça pour pas transmettre aux enfants par la suite. Et c'est vrai que c'est tous les jours ou assez souvent qu'on a besoin de répondre à cette problématique. Mais voyez, aujourd'hui, je vous parle de ma famille, de l'amour, du cœur. Mon père, il m'a appelé 2 fois là pendant qu'on était à l'antenne, chose qu'il ne fait très rarement, Et mais parce que l'amour, ça nourrit des dimensions et des sphères subtiles assez troublantes parfois.
Oui, tout à fait. Alors peut-être qu'il écoute l'émission, tout simplement. Oui, il peut y avoir ça. Certainement, mais j'espère. Mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où, parce que vous pensez très fortement à quelqu'un qui vous est cher, le hasard fait que le téléphone sonne et c'est cette personne-là qui appelle et qui dit tiens, je pensais à toi. Et donc, il faut comprendre qu'à travers les champs qui sont les champs les plus subtils de l'être humain, les champs de la psychologie la plus subtile, la plus élaborée, qui sont en lien avec le niveau conscient où nous sommes en train de parler, qui sont en lien avec les émotions, eh bien, ça nourrit quelque chose que Jung avait appelé l'inconscient collectif. Et que la manière avec laquelle nous pensons, et la manière avec laquelle nous pensons le monde et les autres, mais bien sûr que ça envoie des messages et des signaux qui, même s'ils ne sont pas nommés ou dits consciemment, et rationnels, sont envoyés et touchent, et finissent par toucher la personne. Et puis, je crois que ce qu'il faut dire, Fathia, quelle que soit la relation difficile qu'on a avec son père ou sa mère, on les a aimés en tant qu'enfants. Et oui, bien sûr. Et cette part-là, quoi qu'il en soit, il faut l'accepter. Et puis, ils nous ont donné cet essentiel qui s'appelle la vie. Exactement. Ah oui, non, mais tout à fait. Non, mais ça, je reconnais. Mais maintenant, si j'ai pas envie de faire quelque chose avec eux, j'ose m'affirmer aussi. J'ai beaucoup d'amour pour eux. Voilà, oui, ils m'ont donné la vie. Moi, je les ai choisis en tant que parents aussi. Et donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que on peut aimer quelqu'un, mais on n'est pas obligé de tout accepter, même s'il y a de l'amour derrière, en fait. Oui, mais ça s'appelle, si vous voulez, la capacité à ne pas tomber dans ce qu'on appelle la contamination entre le faire et l'être. Une mère qui gronde son enfant parce qu'il a fait une bêtise, ça ne veut pas dire qu'elle ne l'aime pas, ça veut dire qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Qui sont deux choses différentes. Et l'inconditionnalité de l'amour, c'est ce qui concerne l'être, pas ce qui concerne le faire. Et d'ailleurs, c'est toujours important de dire à son enfant, tu as fait une bêtise, et non pas, tu es bête. Voilà, c'est toute la tu n'es pas gentil. Ah oui. Vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à tous les parents avant qu'ils soient parents. Mais bon, c'est malheureusement, l'éducation aux parents, c'est pas prévu pour l'instant. Et pourtant, ça serait peut-être une solution. Ça serait pas mal, oui. Mais bon. C'est un dur métier, je crois que c'est peut-être le plus dur métier... D'abord, c'est pas en fait d'être parent. Oui, mais c'est le plus dur métier. Non, mais c'est pas un métier. Non, mais je veux dire, c'est pour le comparer à quelque chose. En fait, on n'apprend pas, on devient parent de la naissance, enfin de la grossesse pour une maman jusqu'à la fin, vraiment. Donc du coup, c'est. Et puis il n'y a pas deux enfants pareils. Ah ben non, pas du tout. Et on évolue aussi au fur et à mesure quand on a plusieurs enfants, etc. Non, mais de toute façon, c'est pas simple. Mais de toute façon, la relation humaine n'est pas simple. Je pense que c'est pas simple de faire durer son couple. C'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas simple. Mais c'est pour ça qu'on est là tous les jours. C'est le principe même de la vie. C'est qu'on vous écoute et qu'on avance ensemble. Et je pense qu'on essaye tous ensemble, en tout cas, d'avancer. Et vous aussi, vous nous aidez grâce à vos témoignages et à vos réflexions. Mais merci à vous de nous donner la parole et de nous aider. C'est une grande chance aussi. Eh ben merci. Merci Michel, merci. Alors on va donner la parole à Sylvia, mais on va peut-être faire une petite pause, même si c'est un petit peu en avance. Mais aujourd'hui c'est le cœur. Qu'est-ce que vous voulez quand le cœur se met à battre un peu, c'est plus compliqué. Allez, on fait une petite pause et Sylvia, restez avec nous. On vous retrouve tout de suite après. Sud Radio, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On est avec Michel Odoul et on continue à parler du cœur avec Sylvia. Bonjour Sylvia. Bonjour Sylvia. On a un petit souci, on n'entend pas Sylvia, c'est pas grave. On va essayer de retrouver Sylvia. On va revenir justement sur le cœur. Sylvia, vous êtes avec nous ? Oui. Bon, on y arrive. Décidément, il y a des jours comme ça où le direct est plus compliqué. La technique, et voilà. Bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul, merci de m'accueillir et puis merci Michel de nous ouvrir les yeux et surtout le cœur. Je trouve que quand je vous écoute et quand je lis vos livres, vraiment, vous avez un don pour ouvrir l'esprit, vraiment. Mais vous allez toutes me faire battre le cœur plus vite et rougir. Moi, j'ai mon petit cœur qui bat. Alors justement, votre petit cœur, racontez-nous, qu'est-ce qu'il a ?
Eh bien, en fait, ça fait un petit moment en fait que je fais de la tension en fait parce que ça a été détecté quand j'ai eu mes enfants quand j'ai été enceinte en fait. Et puis on a prétexté que c'est parce que en fait j'avais un petit peu peur de la blouse blanche, ce qui était rien du tout en fait. Et puis en final, j'ai dû être traitée parce que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, j'avais vraiment des montées de tension énormes et des extra systoles en fait sur le cœur. Et puis, la première fois que je suis allée voir mon cardiologue, il m'a dit, la tension, c'est comme ça, il y a des gens qui en ont, et puis les extrasystoles, ça sert à rien. Si vous voulez vous en débarrasser, il faut prendre des métabloquants, et puis basta. Voilà. Donc, les métabloquants, moi qui travaille dans le sport, j'en ai jamais pris, donc je vis avec. Mais bon, j'aurais voulu un peu des éclairages rapport à ce que c'est tout le savoir de Michel Odoul pour savoir, voilà, d'où vient cette tension, d'où vient ces extrasystoles, si toutefois il y a des raisons en fait. En tout cas, il peut vous donner son éclairage. Oui. Mais après, je rappelle que Michel Odoul n'étant pas médecin, il ne faut pas vouloir en savoir plus que ce que a pu vous dire les médecins. Alors, il y a plusieurs choses dans votre question. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'hypertension artérielle? C'est une augmentation de la pression qui existe à l'intérieur du système vasculaire. Cette augmentation de la pression, elle peut avoir différentes origines. Ça peut être lié à des problématiques de dépôt cholestérénique, ça peut être lié à un durcissement des parois des artères, et ça peut être lié à ce qu'on appelle des spasmes ou des ischémies de ces artères. Alors, qu'est-ce que c'est que le système artériel? Le système artériel, c'est celui qui assiste le cœur. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le sang circule parce que le cœur pompe et relâche, mais il faut savoir que le système artériel assiste le cœur pour ça, par des phénomènes qu'on appelle la vasoconstriction ou la vasodilatation. C'est-à-dire que les artères se contractent ou se relâchent pour aider comme une sorte de pompe secondaire. Lorsque ce système ne fonctionne pas bien et que les artères deviennent tendues, ça fragilise le cœur. Et donc c'est quelque chose effectivement qui est redevable d'un suivi médical et d'un traitement. Après, la question qu'on peut se poser par rapport à ce qu'est la symbolique de l'hypertension, c'est que le sang qui circule dans le corps, c'est la vie qui circule en nous. Et si la pression de ce sang qui circule en nous augmente, c'est sans doute parce que nous avons des situations, des contextes ou des vécus qui nous conduisent à monter la pression en nous. Et cette montée de pression en nous, elle est liée très globalement à deux schémas ou deux types de vécus fondamentaux. Un qui est un questionnement sur ma capacité à être à la hauteur de ce que j'ai à faire, ou un questionnement sur est-ce que je vais arriver à tout faire dans les temps avant l'échéance finale qui s'appelle la mort. Et donc la question qui peut être posée vous concernant, c'est l'arrivée des enfants vous a-t-elle mis un niveau de pression incroyable dans lequel vous vous êtes profondément, plus ou moins consciemment, posé la question de savoir si vous allez être capable d'être mère, et d'être mère jusqu'au bout et comme il convient. Est-ce que vous vous êtes mis la pression en quelque sorte, hein? Ouais, c'est ça. Et en fait, je pense que ça a été un déclencheur, mais être sous pression, je pense que c'est le résumé de ma vie en fait. Hein. Mais j'ai pas eu peur d'être mère. Ça, c'est sûr. Non, pas peur d'être mère. Pas de peur, ouais. là, Peur de ne pas être suffisamment à la hauteur, de bien élever vos enfants et de surtout d'arriver à le faire dans les temps, c'est-à-dire avant l'échéance finale. Ouais. Ça veut dire quoi, Sylvia? Ça veut dire qu'il faut peut-être lâcher prise un peu. Voilà, c'est pour ça que je suis dans le sport, je travaille dans le bien-être et que tout ça, ça va mieux. Alors, dans le sport, c'est pas la première. C'est de la contrainte. C'est pas la première réponse qu'on attend quand on parle de lâcher prise, hein, Sylvia. Ouais. C'est intéressant, hein. Voyez comme on se trahit tout le temps par les mots. D'ailleurs, l'intérêt pour le sport est très parlant puisque c'est une exigence à soi. Hein. C'est une contrainte de plus qu'on se met. Et il faut bien comprendre que dans ce qui est dit là, il n'y a pas d'analyse de valeur, de jugement ou de critique. Il y a juste un constat qui est là et qui est que sans doute, il y a besoin de baisser la pression au plus profond de vous-même. Or, votre corps vous a exprimé les choses pas n'importe quand. C'est quand les enfants sont arrivés. Donc je pense que vous vous mettez une responsabilité ou une charge monstrueuse.
je pense que vous vous mettez un niveau d'enjeu qui est absolument incroyable. D'ailleurs, en homéopathie, ce qui traite l'hypertension artérielle s'appelle aconite en dilution basse. Eh bien, il faut savoir que aconite en dilution haute, ça traite la peur de la mort, c'est-à-dire la peur de l'échéance qui va arriver avant qu'on ait pu mener à bien ce qu'on avait à faire. Et je pense que vous êtes quelqu'un qui a une exigence sur soi, qui est une exigence qui est peut-être un peu extrême, un peu exagérée. Donc ça vaudrait le coup, Sylvia, de tout doucement de revisiter votre notion d'être mère, votre notion aussi de ce que c'est bien faire, bien faire, et puis d'être parfaite. Comme l'avait dit un jour une psychanalyste avec qui j'avais un petit peu avancé, Irène Diamantis, elle avait dit une chose que je trouve extraordinaire. Elle avait dit: le problème des enfants, c'est qu'ils nous montrent que nous sommes mortels. Alors évidemment, c'est quelque chose de tout à fait symbolique, encore une fois, et très inconscient, mais c'est intéressant aussi dans ce que vient de dire Michel Odoul, aussi de vous poser cette question-là. Oui, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand moi je faisais de l'attention, ce que je ressentais de moi, c'est comme si j'étais possédée par quelqu'un d'autre que moi-même, en fait. Eh ben, donc, ouais. Oui, parce qu'il y a une exigence et une injonction au fond de vous qui n'est peut-être pas votre véritable nature, mais qui est peut-être issue de vécus familiaux dans lesquels la mémoire familiale, elle montre qu'il y a des gens qui ne sont pas arrivés au bout du truc qu'ils avaient à faire. Il me semble que c'est vraiment important de travailler un petit peu justement dans votre mère, votre grand-mère, etc. Et puis peut-être de vous dire un petit peu qu'il est temps d'être la femme que vous avez envie d'être. Pour vous éloigner un petit peu de cette injonction maternelle qui visiblement a été très forte. Voilà. Allez à la rencontre de ce qui est à l'origine du sentiment d'urgence et du besoin de pression. Le sentiment d'urgence ? Oui. Oh là, c'est quoi ça ? Oui. Ça vous a fait peur tout d'un coup d'entendre ça ? Le sentiment d'urgence, oui. Vous avez réagi, vous voyez, donc ça veut dire que ça a fait écho en vous. Vous savez, il n'y a pas d'urgence quand on sait lâcher prise et vivre l'instant présent. Vous avez le temps. Je le prends, en tout cas. C'est mieux, là. La voix se calme, tout va bien. En tout cas, vous avez pris le temps de nous parler, et ça, c'est bien. Bon, de toute façon, je crois que vous avez beaucoup d'éléments, là, qu'on vous a donnés. Vous ferez le tri, tranquillement. Oui, merci. Ça me parle beaucoup, et ça va m'aider, je pense, je pense, oui. Et puis, vous avez appelé, c'est déjà un premier signe, vous savez. Oui. Et peut-être... Oui, puis tout peut évoluer. Si vous en avez un dans votre environnement, allez voir un médecin homéopathe. Il va y avoir, parce qu'il y a la possibilité, bien sûr, de vous faire accompagner, et voilà. Mais après, dans votre quotidien, il sera pas là, lui. Donc, évidemment que c'est bien de pratiquer du sport, et etc. Attention à la pression que vous vous mettez dans ces moments-là. Attention au niveau d'exigence des résultats. Attention, et etc. Quand vous êtes dans l'entrée, que vous tournez en rond parce que vous êtes pressé, qu'il y a quelque chose à faire, réfléchissez à l'urgence. Et vous allez voir à quel point, dans plein de moments et dans plein de situations, vous vous mettez sans vous en rendre compte une pression qui n'a pas de lieu d'être. Oui, ça, j'ai l'impression quand je vous écoute, c'est ça, ouais. Mais rassurez-vous, on est nombreux à être comme ça. Donc, votre témoignage fera certainement écho à beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, vous avez contribué à cette solidarité que nous avons tous ensemble, comme je viens de le dire tout à l'heure à notre auditrice précédente, à Fatia. Merci Sylvia. On va se retrouver. Merci beaucoup. Je vous en prie. On se retrouve dans un instant avec notre Love Conseil, nos peurs, premier obstacle à l'amour. C'est un Love Conseil un peu adapté au sujet du jour, et puis on testera un jouet intime, et puis on continuera évidemment à parler de votre cœur au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors nos peurs en amour, Michel Odoul, vous êtes bien d'accord, nos peurs sont souvent le premier obstacle à l'amour. Alors les peurs que les psys appellent souvent d'ailleurs des blessures d'enfance, et je pense que c'est pas mal parce que ça vient souvent en effet de très loin, ces peurs. Alors
L'amour de soi, d'ailleurs, ça passe par une réconciliation avec ses peurs. Et je vais vous faire une petite liste des peurs. La peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, la peur d'être envahi, la peur d'être trahi, la peur qu'on nous mente, qu'il n'y ait pas une authenticité, qu'on nous manipule. Forcément, tout ça, ça va entraîner un comportement qui sera mal adapté dans la relation avec autrui. Le rejet, par exemple, ça nous empêche de nous investir et de dire non justement par peur d'être rejeté. L'abandon, ça crée forcément une relation de dépendance ou d'indépendance. L'envahissement, ça va nous rendre assez égoïstes. La trahison, ça nous rend suspicieux, jaloux, en contrôle permanent. Et quand on manque d'authenticité, ça nous entraîne à surcompenser. Or, en amour plus qu'ailleurs, il faut rester soi-même si on veut être aimé pour soi. Voilà, donc je pense que c'est important d'essayer d'analyser comme ça très, très, très rapidement comment on se comporte en amour, et déjà on pourra voir quelle peur se cache derrière ça. Oui, et en sachant une chose, c'est que la peur finit par produire ce dont on a peur. Et que par conséquent, à partir du moment où on prend conscience de ça, on va prendre le risque. On va prendre le risque d'aller regarder la peur en face. La première chose, quand on est confronté à des peurs qui sont plus ou moins viscérales et plus ou moins conscientes, c'est effectivement de s'interroger et d'essayer de l'identifier, cette peur, ce que vous venez de dire. Puis ensuite, une fois qu'on a identifié la peur, vous savez, la caractéristique du courage, c'est pas l'absence de peur. L'absence de peur, c'est l'inconscience. La caractéristique du courage, c'est la capacité à reconnaître ses peurs et à faire face à ses peurs, absolument. À apporter des réponses qui sont adaptées au niveau où nous sommes, à ce que nous rencontrons. Bien sûr que la peur viscérale, notamment en amour, qui est là, c'est la peur de ne pas être aimé. Et alors, il va y avoir la peur de ne pas être aimé dans son imperfection, il va y avoir la peur de ne pas être aimé parce qu'on n'est pas capable de faire un certain nombre de choses, du moins c'est ce que nous pensons, etc. etc. Et un des outils qui peut être utile dans ce cas-là, c'est juste de transposer la proposition à l'autre, et en lui disant, et en exprimant les choses. En lui disant, qu'est-ce que tu penses ? Moi, j'ai peur de ceci ou j'ai peur de cela. Qu'est-ce que tu penses ? Bien sûr. Être authentique, c'est toujours la même chose. Voilà. Se montrer tel qu'on est, avec nos fragilités, et puis voir ce que l'autre en fait. Et si évidemment l'autre en profite pour nous manipuler, c'est qu'il faut partir. Voilà. Mais si l'autre nous accueille dans nos imperfections, c'est que ça marche. C'est magnifique. Oui. Mais en tout cas, en sachant que les peurs, c'est un peu ce qu'en Orient on appelle des tigres de papier, c'est-à-dire ce sont des choses énormes qui peuvent faire peur, et clac, vous craquez une allumette, ça disparaît. C'est-à-dire qu'une peur qui peut être apparemment incroyable, monstrueuse, etc., elle n'est peut-être alimentée que par du fantasme. Absolument, c'était pour ça que je vous invitais à aller visiter vos peurs en amour. Et puis tout de suite, on va accueillir Karen. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc vous avez reçu ce jouet, ce rabbit qui s'appelle Alice, je ne sais pas pourquoi, mais enfin en tout cas c'est comme ça qu'il s'appelle, de la marque Swacom, et qu'on retrouve sur l'enseigne ruedesplaisirs.com. Il existe en noir ou en rose, je ne sais pas de quelle couleur vous l'avez reçu. Je l'ai reçu en rose et je vous remercie. Je l'ai reçu en rose. J'ai vraiment beaucoup apprécié la texture. C'est vraiment extrêmement doux. En plus, il est quasiment d'un seul tenant, donc pour le nettoyer, c'est facile. Donc vraiment, ça a été la première surprise, le rose. En plus, la couleur est jolie en elle-même. Donc non, le premier aspect est très joli. Il y a un petit étui pour pouvoir le ranger, ce qui est bien aussi. Alors j'ai été agréablement surprise parce que souvent ce type de forme, on en avait, c'est pas, ça a déjà été évoqué, mais c'est pas forcément selon les morphologies de chacune. C'est pas toujours évident que les points de pression, j'allais dire, ou de sensations plus importantes, plus intenses, sont pas les mêmes selon chaque personne et selon chaque morphologie. Et celui-ci, j'ai trouvé que il me correspondait plutôt bien, on va dire. Donc c'est bien tombé. Tant mieux. Voilà. Je rappelle que le rabbit, pour celles qui encore ne connaîtraient pas, c'est donc parce qu'il y a à la fois une partie qu'on introduit dans le vagin et une petite partie. Alors avant, c'était des oreilles de lapin, c'est pour ça ça s'appelle un rabbit. Mais là, c'est plus le cas. C'est une excroissance
force qui se pose donc sur la vulve et le clitoris. Et ça permet donc de stimuler à la fois le vagin et le clitoris, et c'est en ça que je trouve que c'est un jouet intéressant. Hein. Mais en effet, la morphologie, il faut que. Mais ce que je trouve pas mal, c'est qu'il n'est pas d'une taille trop grande, tout en étant, évidemment, suffisamment quand même imposant. Mais je trouve que les vibrations sont très vite fortes, non ? Oui. Par contre, oui, mais rapidement, mais ça c'est pas le premier sur lequel je le remarque. Mais alors soit de manière générale, les femmes perdent en sensibilité, je sais pas, mais ce qui est pas mon cas. Et c'est vrai que moi c'est à la vitesse 2, 3 maximum, mais c'est amplement suffisant. Je comprends pas pourquoi on met des vibrations de plus en plus fortes. C'est un peu moi une critique que je ferais, une critique générale. À la limite, après c'est pareil, on en revient à la même chose, ça dépend aussi de chaque personne, mais à la limite en interne, soit, mais sur le clitoris ou sur la vulve, ça peut rapidement devenir douloureux carrément. Donc, oui, je suis d'accord. Et pour le coup, les puissances ne sont pas dissociables entre la partie interne et la partie externe. Donc c'est vrai que c'est en même temps il vaut mieux parce qu'après ça deviendrait une usine à gaz à programmer. Et il y a 8 programmes, je crois. Il y a 8 modes de vibration, oui. Voilà. Et qui sont sympas. Alors moi je suis plus fan des programmes continus, on va dire, quitte à avoir des sensations, des puissances un peu différentes à certains instants, plutôt que des choses qui vivent, qui s'arrêtent, qui revivent, qui soient plutôt de manière alternante. En tout cas, c'est un bel objet. Il est efficace, il est bien. Il y a rien à dire. Hein. C'est un bel objet. Non, je trouve qu'il est bien. Il est bien dessiné, il est bien conçu. Et il est très classe. Bon, vous me donnez sa note ? Je dirais 8. 8 sur 10 pour ce Rabbit Alice de la marque Swacom qu'on trouve sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com. Merci Karen, merci beaucoup. Je vous en prie, bonne émission à tous les deux. Merci. On continue avec Stéphanie qui est avec nous, qui va nous parler d'autre chose que du cœur, je crois. C'est l'épaule qui vous fait mal. Bonjour Stéphanie. Oui. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, j'ai écouté votre émission sur le cœur et elle est magnifique parce que le cœur, l'amour, surtout quand on a l'amour à donner autour de soi et l'amour pour soi, nourrit beaucoup plus que tout le reste. Et oui. Voilà. Et oui. Eh bien, espérons que ces 2 heures auront ouvert le cœur de la France entière. C'est le but. Voilà. Oui. Oui. Et donc moi, je vous appelais parce que j'ai un problème à l'épaule depuis quelques mois. Oui. Et je voulais demander l'aide à Michel Odoul s'il pouvait m'éclairer par rapport à la douleur. Donc c'est l'épaule droite. On dit vous épauler, plutôt. L'épaule droite, oui. Oui. C'est l'épaule droite. Oui, donc c'est plutôt à l'avant, le côté avant de l'épaule. Et comme par hasard, ce matin, je faisais mes vitres et en fait, j'ai eu l'impression que mon épaule, le tendon s'était retourné et j'ai moins mal. Donc je ne sais pas si c'est la coïncidence ou qui fait que de vous avoir aujourd'hui, ça s'est bougé, déplacé, mais voilà. Alors écoutez, c'est possible que le sorcier Michel Odoul. Mais ça ne vient pas de moi, c'est simplement peut-être que chez vous quelque chose s'est relâché parce que mais vous savez ce que vous dites là on plaisante et ça fait sourire, mais c'est relativement fréquent. Le nombre de personnes qui à l'époque où je consultais encore me disaient mais attendez, c'est incroyable, à partir du moment où j'ai raccroché le téléphone parce que vous m'aviez donné un rendez-vous, je commençais à aller mieux. Mais ça, c'est purement et simplement lié au fait que, parce qu'on sait que quelque part, il y aura peut-être une réponse ou une solution, on commence à se détendre. Or, une partie de la souffrance et de la douleur était sans doute liée au fait que, pour se protéger, une contraction était mise en place, que ce soit au niveau articulaire, musculaire ou tendineux. Et donc, peut-être qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est relâché. Il y a sur le plan mécanique, il faut savoir au niveau des douleurs ou des tensions qui sont au niveau des épaules, il peut y avoir soit quelque chose qui est en lien avec une vertèbre cervicale ou une vertèbre dorsale haute, et là, bien sûr que l'intervention d'un praticien shiatsu compétent ou d'un ostéopathe
peuvent aider à faire relâcher ce genre de tension, soit toujours sur le plan mécanique, sur le fait que certaines lignes musculaires ou tendineuses, etc., se sont pincées au niveau d'une omoplate ou vers l'avant de l'épaule. Donc après, là, c'est la palpation qui va permettre de définir ça. Très globalement, sur le plan symbolique, les épaules, c'est une zone du corps qui est particulière parce que c'est un petit peu au niveau du buste et au niveau du bras l'équivalent de la hanche, c'est-à-dire le point d'ancrage du membre supérieur, du point d'ancrage du bras. Et elle représente et elle symbolise donc le point d'ancrage de notre rapport à l'agir, à l'action, au faire. Et nous sommes au niveau des épaules, c'est-à-dire au moment où les désirs d'agir ou de faire, ce qu'on appelle les envies ou les décisions qui se prennent au niveau cérébral, sont partis du cerveau, ont passé la première barrière qui est celle de la nuque et de la colonne cervicale, et ils arrivent au moment où ils vont pouvoir s'exprimer et sortir vers l'extérieur. Et les épaules représentent en fait tout ce que sont les éléments du monde extérieur ou des autres, représentant soit des contraintes, soit des empêchements, soit des obligations à agir ou à faire, et qui nous mettent en tension et qui génèrent des tensions. Le côté droit étant plutôt d'une symbolique en lien avec la symbolique féminine maternelle ou la symbolique féminine maternelle sociétale, c'est-à-dire le travail, l'entreprise. Et donc, oui, on pourrait s'interroger de savoir si vous êtes dans une phase de vie dans laquelle vous êtes confronté à des obligations ou à des empêchements à faire, à agir ou à réaliser quelque chose venant d'éléments du monde extérieur, en lien peut-être avec votre vie familiale, matérielle, professionnelle, à votre positionnement de mère ou à un féminin qui vous est extérieur. Alors je pense que vous avez, ouais, c'est ça, c'est avec toujours dans la contrainte en tant que femme par rapport à mon travail, par rapport en tant que mère aussi dans le foyer, puisque c'est moi qui gère tout. Et puis au travail, toujours l'obligation en fait d'être toujours dans la perfection parce que je suis gouvernante, donc il faut toujours que tout soit impeccable. Oui. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ça, c'est quelque chose qui commence à peser, qui finit par user. Ça vous est arrivé il y a combien de temps, ça ? Ça fait à peu près 6 mois. Et il y a à peu près 6 mois, j'ai pris la décision aussi de faire une reconversion professionnelle. Ben voilà, donc, mais là, voilà, la clé, elle est là. Ouais, voilà. Et il y a quelque part au fond de vous quelque chose qui pense que votre vie de mère ou votre vie personnelle ou familiale en tant que femme vous rend cette conversion professionnelle difficile, alors que voilà, vous ressentez une pression par rapport à ça, et qu'à l'inverse, le monde professionnel, lui, au contraire, vous oblige à ça parce qu'il vous insatisfait. Oui. Après, c'est le côté financier qui oblige et voilà. Oui. Après, oui. La dimension matérielle et voilà, et les choses que vous avez apportées à gérer, parce que effectivement, les épaules, c'est là où on porte les choses. Vous savez, l'arrière de l'épaule, ce qui est en face de la zone qui vous fait mal, c'est là où il y a les omoplates. Et on dit dans les anciennes traditions symboliques que les omoplates, c'est les ailes que nous avions quand nous étions des anges, mais qui se sont rétractées parce que nous avons du mal à prendre notre envol. C'est joli, en tout cas. Bon, c'est magnifique. Va peut-être falloir vous envoler, Stéphanie. Oui. Tout à fait. Oui, merci beaucoup parce que ça va beaucoup m'ouvrir, ça va continuer à m'ouvrir les portes pour l'avenir et ça confirme. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Quand on est dans son chemin de vie, la vie pourvoit, vous savez. Oui, ça je m'en suis aperçue plusieurs fois, tout à fait. Donc c'est très très juste ça. Oui. Et quand on est sur le bon chemin, en général, les portes s'ouvrent. Tout va bien. Oui. Oui. Merci Stéphanie, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre émission. Je vous en prie. Merci à vous. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. On va conclure au 0826 300 300. À tout de suite. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous et on va conclure avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Et vous allez nous parler de problèmes de poids, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai beaucoup de poids au niveau du ventre et des organes, en fait.
Alors je sais que j'ai un problème avec l'eau, c'est-à-dire que j'ai absolument aucun plaisir à boire de l'eau et le matin je vais boire ou même pas un café ou un chocolat, je vais pas du tout boire de la journée. Alors je me demande si c'est lié en termes de transit et d'évacuation ou c'est un blocage. En fait, c'est un petit peu mon interrogation. Et pourquoi vous n'avalez pas de liquide, d'après vous, déjà ? Oui, voilà, c'est un peu ça. Et je pense que c'est lié peut-être à retenir beaucoup de choses. Peut-être, je sais qu'à la naissance, ma maman a perdu les os un vendredi soir et je suis née le lundi soir. Alors je me dis qu'il y a peut-être un début comme ça, mais après j'ai du mal à trouver une solution, à part à boire peut-être de l'eau pétillante. L'eau pétillante me fait envie. Ouais. En tout cas, vous n'aviez pas envie de venir au monde, hein. Pour ça. Non, en tout cas, j'étais bien où j'étais, oui. Ouais, oui, visiblement. Voilà. Oui, mais vous savez, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites. La première des choses, évidemment, c'est quand vous avez nommé les zones corporelles où il y a de l'ampleur et de l'épaisseur. Oui. C'est quelle zone du corps ? Au niveau de la graisse, au niveau du gras et des intestins, du ventre. Oui, c'est enfin au niveau du ventre, quoi. Voilà, c'est ça, toute cette zone-là. Il y a d'autres moments dans la vie d'une femme où ces zones sont grosses ? La grossesse, évidemment. Oui. Alors, oui. Alors, j'ai été maman, j'ai eu la chance d'avoir été maman, d'être maman à un âge tardif, on va dire. Mais Parlons de la vôtre. Comment ? Parlons de la vôtre. Ah oui. Oui, j'ai du mal à connecter là ce que vous me dites. Je vois pas je comprends pas d'où ça peut venir en fait, puisque je me sens bien. Oui, mais cherchez pas la réponse que Michel attend de vous. Dites ce qui vous passe par la tête, ou par le ventre, ou par le cœur, qu'importe. Mais vous voyez, si on vous demande de dire quelque chose de votre mère, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Peut-être des peurs, une inquiétude ou un stress par rapport au futur. Oui. Et puis de devoir la conscience de devoir tout gérer seul malgré le couple existant. Mais je sais que j'étais pas prévue aussi. J'étais conçue au voyage de noces. Oui. Donc peut-être la peur de l'enfance, de l'éducation, de tout ce qui allait venir, de l'inconnu peut-être. Oui, et puis peut-être ce que vous avez évoqué du moment même de la naissance, c'est-à-dire que qu'est-ce que vous avez engrangé au moment de la naissance, si ce n'est le fait qu'a priori, je vais être très brutal. On pourrait presque se demander si votre mère n'a pas cherché à se débarrasser de vous avant que vous ayez eu envie de sortir. D'accord, oui, d'accord. Et donc que vous avez besoin de vous rassurer par rapport à ça. Et vous avez donné l'élément derrière. Si vous avez été conçu pendant le voyage de noces, vous ne pouvez être qu'un enfant de l'amour. D'accord. Ah oui, effectivement. Oui, je me sens souvent un peu comme effectivement un poids. Et on m'aime, je suis aimée, mais effectivement pas souhaitée au départ. Mais voyez, vous venez de dire quelque chose d'exceptionnel. Vous venez de dire je me sens un poids et vous vous appelez parce que vous avez pris du poids. Vous voyez la symbolique de votre histoire. Elle est tellement parlante. Exactement. Oui, c'est clair. Ah oui, c'est. Et vous retenez, enfin je veux dire, vous ne voulez pas avaler de liquide comme si vous vouliez retenir l'eau. Vous voyez, comme tout ça est symbolique. Oui, retenir pour me créer une présence, me rassurer. Oui, il y a un besoin de sécuriser quelque chose. Souvent, quand on prend de l'ampleur et du poids comme ça, c'est qu'on se protège à la fois. Vous parliez d'avenir et de futur. Bien sûr qu'on essaye de préparer et de préserver quelque chose du futur, entre guillemets, en stockant. Vous avez évoqué le fait que c'était des cellules, des adipocytes. Donc, on stocke et on garde du stock pour les cas et les besoins de pénurie, qui parle d'ailleurs de ce que vous avez dû ressentir dans le temps de la naissance, parce que si votre mère a perdu les os bien avant, il y a dû y avoir un stress hydrique qui a été important chez vous et que le rapport à l'hydrique est devenu quelque chose de compliqué pour vous. Et vous avez besoin juste de vous réconcilier avec, cette idée que vous n'êtes peut-être pas un vilain petit canard noir
mais qu'au contraire, vous avez été quelqu'un qui a été aimé, qu'il ne faut pas retenir de votre arrivée dans un moment qui n'était peut-être pas le meilleur, apparemment, semble-t-il, le fait que vous n'êtes pas bien, mais de ne pas oublier que tout le reste, en revanche, semble montrer qu'au contraire, vous êtes un enfant qui a été aimé, adoré, et que vous allez, vous, de votre côté, pouvoir faire la même chose avec vos propres enfants. Et soyez très clair par rapport à ça, même dans la manière avec laquelle vous semblez dire que vous êtes seul à l'intérieur de votre couple et abandonné pour assumer les choses. Il faut peut-être qu'il y ait un peu de place aussi pour l'autre, et que ça, c'est par votre autorisation, votre discours, votre discussion, le fait de vous confier, le fait de parler, que petit à petit, le conjoint va pouvoir peut-être trouver une place qui sera la sienne, et que finalement, vous allez découvrir un jour dans votre glace quelqu'un qui est aimé par pas mal de monde. Incroyable, ouais. C'est incroyable ce que vous me dites. Ça fait écho, c'est... vraiment, je vous remercie. Vraiment, vous allez plus loin en fait que ce que j'ai demandé au départ, et c'est très clair pour moi. C'est très très clair. Tant mieux, vous avez eu raison de nous appeler. Si c'est très clair pour vous, eh bien vous allez pouvoir vivre d'amour et d'eau fraîche. Exact. Je le note et je vais me le mettre en post-it pour y penser tous les jours. Merci beaucoup, vraiment merci. Mais je vous en prie. À vous. Vous voyez, et ce qui est formidable, Audrey, je suis ravie de terminer cette émission avec vous, parce que tout d'un coup, on a senti la joie, la joie du cœur, hein, et c'est extraordinaire, parce que la manière dont Audrey nous a répondu, la voix est devenue la voix du cœur, la voix de la joie, et ça montre bien que l'amour, il est là, quoi. Il est au niveau du cœur. Il faut juste qu'on s'en rende compte. Il faut qu'on s'en rende compte, et puis il faut qu'on le laisse vibrer. Voilà. Merci beaucoup, Audrey, pour cette joie que vous nous avez offerte. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Audrey. Voilà, merci à vous. Oui, je crois que c'est important, là, on est en été, ça va être les vacances, ça aussi, c'est important pour le cœur de s'ouvrir à l'énergie du soleil, qui est quand même aussi symbolique du cœur, en astrologie par exemple. Tout ce que la chaleur implique physiquement et symboliquement parlant, et la chaleur dans le corps, c'est la détente, c'est le relâchement des tissus. Le relâchement des tissus, c'est les flux de vie qui peuvent circuler tranquillement et librement. Et donc le cœur, il fonctionne et il distribue la vie parce qu'il se contracte, oui, bien sûr, et ça, nous savons bien le faire, nous contracter. Mais ça peut fonctionner aussi parce que, nous dilater, en parallèle, on se relâche. On pourrait peut-être se dilater un peu aussi. Voilà. Exactement. Profitons donc des espaces, comme vous dites, qui sont les espaces de l'été, les espaces des vacances, des espaces et des moments dans lesquels il n'y a pas d'enjeu direct, il n'y a pas de choses sur lesquelles il y a besoin de lutter, etc. Profitons-en pour vivre, se créer un territoire, exister dans un autre espace que celui du quotidien, dans lequel nous continuons à porter les tensions et les stress, les rancœurs et les amertumes. Profitons de ces moments-là. Le repos, c'est pas uniquement les heures de sommeil, le repos, c'est aussi la détente de l'âme. Oui, absolument. Et puis, puisqu'on parle du cœur, en astrologie, le signe du cœur, c'est le lion, hein, et comme par hasard, c'est un signe au mois d'août, hein, donc là où le soleil est le plus irradie le plus. Donc on voit bien que quand on travaille un tout petit peu la symbolique, dans que ce soit dans les religions, que ce soit dans les sciences ésotériques, où on retrouve toujours la même chose. Donc, bien sûr, parce que la symbolique est puissante. Voilà, et il faut pas hésiter quand on sait pas très bien où on en est, etc. D'essayer d'aller vers des choses symboliques qui vont redonner du sens à nos vies. Et puis réveiller le cœur, ça soulage, voire ça fait disparaître toutes les douleurs. On le sait très bien, quand un petit enfant tombe, il se fait mal au genou, il pleure, il a mal. Sa maman le prend dans les bras, elle l'embrasse, elle lui fait un bisou sur le genou, elle lui dit c'est pas grave mon chéri. Il remonte sur ses jambes, il repart, il court et il a déjà oublié qu'il s'est fait mal au genou. C'est-à-dire que le fait d'aller réouvrir le cœur, reconnecter cette dimension, ce rapport à l'accueil de la vie et à interagir avec elle, nous fait oublier les petites zones qui sont tensionnelles. Voilà, donc c'était peut-être bien qu'on fasse cette émission sur le cœur. Alors peut-être qu'à la rentrée, on va passer d'autres organes en vue. Hein, puis on peut même les adapter avec les saisons. La rentrée dans l'automne, on pourra parler du système respiratoire. Les poumons, donc, puisque les feuilles qui tombent, ce sont les poumons des plantes, etc. L'hiver, on pourra faire les reins, puisque c'est l'énergie qui est l'énergie de profondeur et qui gère ces dimensions-là en nous, etc., etc. Il y a tout à fait la possibilité. Et au printemps, c'est l'érection, évidemment.
évidemment. Et c'est aussi le foie. Ah oui, le foie. Oui, parce que le foie, la vésicule, c'est l'énergie de l'impulsion, du démarrage, c'est la vie de l'impulse, c'est vraiment c'est le jaillissement à soi. Donc c'est plus que l'érection, c'est l'éjaculation. On est vraiment dans ce qui est voilà. De toute façon, la vie qui se projette. C'est pas par hasard qu'on appelle d'ailleurs la saison des amours le moment où la sève justement monte et où beaucoup de mammifères d'ailleurs vont commencer à se reproduire pour pouvoir mettre au monde à l'été, comme ça ils rentrent dans l'hiver, les enfants seront prêts à affronter. Exactement. Donc tout ça c'est du symbolique, hein, bien sûr. On y met ce qu'on veut y mettre, mais quel que soit l'endroit où on cherche, on trouve toujours les mêmes symboles, quelles que soient les religions, quelles que soient... donc peut-être que la vie est bien faite. Et peut-être que la vie est bien faite. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et plus j'avance en âge, plus je trouve que oui, la vie est bien faite. Et puis, si on aime avoir des enfants, il faut peut-être accepter de mourir aussi. Hein, la vie, c'est ça. On en a parlé un peu aujourd'hui aussi avec certains auditeurs. Voilà, donc notre cœur, il est là, il bat. Et puis, je vous souhaite à tous peut-être de rencontrer aussi... quelqu'un, hein, parce que c'est bien de... L'âme sœur qui fait battre le cœur. Oui, les deux cœurs qui battent à l'unisson, c'est bien aussi, voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup Michel Odoul, je vous souhaite un très bel été. Je rappelle que votre dernier livre, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, aux éditions Albin Michel, est ressorti en version augmentée, avec notamment toutes les maladies auto-immunes qui les apnées malheureusement... du sommeil, la fibromyalgie... la désespérance, voilà, les problèmes de thyroïde, etc. Voilà. Et puis vous avez un autre livre aussi qui malheureusement était sorti pendant le Covid, mais qui est très très bien aussi et que je trouve qui est peut-être même plus un livre d'été que l'autre. Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. C'est également aux éditions Albin Michel et c'est un livre dans lequel on peut piocher comme ça. Avec toutes les clés, voilà, pour comment faire. Voilà, pour aller vers des justes comportements. Voilà, donc c'est peut-être le livre comme ça que vous pouvez emmener dans vos bagages. Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux. Merci Michel. Merci Brigitte, bel été à vous aussi. Merci beaucoup. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Et demain on sera avec Bruno Martin. Et justement on va parler de la performance sexuelle. Et alors vous allez voir parce que je vais l'aborder d'une manière un petit peu différente de ce qu'on pourrait s'attendre. Mais ça je vous en dirai plus demain. Et si vous avez envie d'être mieux sexuellement, eh bien vous pourrez témoigner ou vous pourrez poser des questions demain dès 14h comme d'habitude.